Le grand monde nous arrive juste le premier jour du printemps, le 24 mars 1988. Mettons notre ceinture. Les Doc, vous mettez pas votre ceinture de sécurité? Mais par votre sécurité, Artie. Là où nous allons, il n'y a pas besoin d'être haute. Ça marche mieux? Ouais. Ouais, je disais, on doit avoir tellement de points communs, vous et moi. Déjà, vous êtes cool, sinon vous ne seriez pas là. Et sachez que vous êtes bien plus cool que ces gens-là et ces gens-là. C'est les gens qui sont venus là, franchement. Enfin, deuxième point qu'on a en commun, vous et moi, c'est qu'on est des développeurs. Et c'est normal, parce qu'on est cool. Et puisque vous êtes des développeurs, on peut en déduire très facilement que vous êtes pauvres. Enfin, tout est relatif, bien sûr, et c'est pas grave d'être pauvre. Mais nous, on est un peu dans le turfu. Et développeur, dans le futur, c'est un loisir de pauvre. Déjà, le coût d'entrée pour être développeur, il est super bas. Il suffit d'un ordi, d'un petit peu de curiosité et d'une connexion Internet. Ensuite, si tu veux déployer un microservice dans le cloud pour des besoins personnels, généralement, ça te coûtera 0 €, donc ça va. Enfin, sauf si tu fais plus de 2 millions d'appels cloud dans le mois, parce que là, il faudra que tu payes 40 centimes pour chaque million d'appels. Mais honnêtement, je pense qu'on peut s'en remettre. Et si vous voulez faire de l'IoT, un microcontrôleur avec Wi-Fi intégré, vous avez ça pour 2 ou 3 €. Donc être développeur aujourd'hui, faire du cloud, de l'IoT, c'est vraiment un loisir de pauvres. Et nous, les pauvres, on n'aime pas tellement les gens qui achètent des ampoules à 200 €. Enfin, on est bienveillants, donc on les aime bien, mais c'est quand même des cons, parce que 200 € pour des ampoules, juste pour pouvoir te la péter quand tu changes la couleur de ta chambre. Enfin, et ça, c'est la photo officielle sur Amazon. Bon, ils ont l'air contents d'être riches, par contre. Et leur ampoule n'a même pas l'air d'être allumée, c'est ça qui est incroyable. Ils sont juste contents d'être riches. Mais très important, les amis, et si vous deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous allez voir, vraiment, comment ils vont rager quand on va faire des lumières connectées pour 20 fois moins cher, et qu'en plus, on va devenir plus intelligent qu'eux, parce qu'on aura fait tout le système avec notre petite main sale, et on aura appris un tas de trucs cool en faisant tout nous-mêmes. Mais au fait, comment elle fonctionne, leur ampoule de riches ? De ce que j'ai compris, quand les mecs parlent à leur Google Assistant et qu'ils disent « Ok Google, change la couleur de la chambre en doré », l'assistant Google, il utilise du machine learning et tout un tas d'autres conneries pour comprendre exactement le sens de la phrase, le contexte, etc. Et ce que va faire le serveur de Google, c'est qu'il va transmettre l'information de manière claire à un serveur de chez Philips ou n'importe quel autre constructeur. Donc si vous dites « Ok Google, change la couleur de la chambre en doré », il va transmettre l'information de manière claire à un serveur de chez Philips. Et quand je dis de manière claire, c'est une manière claire pour un serveur, c'est-à-dire qu'il va envoyer du REST et du JSON. Et ça va être un petit peu un truc comme ça, genre user ID 42, action égale execute, color gold et device ID 8. Donc OK Google, change la couleur de la machin. Le Google Assistant va envoyer un JSON au serveur de chez Philips, comme ça, ils sauront quoi faire. Donc voilà, il envoie une requête claire au serveur de chez Philips. Et ensuite, ce qu'ils vont faire chez Philips, ils vont juste parser le JSON, comprendre qu'en fait, il faut changer la couleur de la chambre. Et ce qu'ils vont faire, c'est simplement contacter un appareil central dans la maison des riches qui sera responsable de contrôler tous les autres appareils de la maison. Et en l'occurrence, cet appareil central, c'est le Philips Hue Bridge. C'est un composant qui est obligatoire quand on achète des Philips Hue Lights. C'est vendu dans le kit de démarrage. Et en fait, ça permet de faire le pont entre les actions qui viennent d'Internet et les appareils de la maison via une communication en Zigbee. Donc vous avez une action depuis Internet, changer les couleurs de la chambre, ça va contacter le bridge qui va faire le pont pour pouvoir allumer les couleurs à l'intérieur de la maison de manière sécurisée. C'est pour ça que ça s'appelle un bridge. C'est un pont, ça fait vraiment un pont entre l'extérieur, qui est Internet et la maison. Et dans l'esprit des riches, un pont, c'est cool. Ça fait un peu penser au pont-levis dans les châteaux forts, qui protègent leur château d'Internet, enfin, du danger extérieur. Le nom, il est super approprié, un pont. Et les riches, ils aiment bien ça, les châteaux, et ils se protégeaient de l'extérieur. C'est pour ça qu'ils se marient entre eux. Donc voilà, ça fonctionne comme ça, il paraît. Et je parle de Philips Hue depuis tout à l'heure, mais c'est les mêmes bails avec n'importe quel autre constructeur compatible avec le Google Assistant. Donc c'est toujours le même délire. Le Google Assistant appelle un serveur de chez le constructeur, et le constructeur va appeler un appareil central pour pouvoir interagir avec les appareils de la maison.
Bah, ça, c'est des images promotionnelles du Philips Hue Bridge. Ça nous permet d'admirer un petit peu la beauté du truc. Mais si vous deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'il faut se méfier des apparences. Ils disent souvent ça dans Secret Story, et c'est assez vrai, parce que c'est loin d'être une jolie boîte blanche. Avec une vision un peu plus technique qu'on a, en fait, on se rend compte que ça ressemble plus à une grosse boîte noire propriétaire qui est limitée à un sous-ensemble de périphériques privateurs de liberté. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même principe d'avoir un bridge chez nous, mais en remplaçant ce bridge propriétaire par un Raspberry Pi 3. Ça sera bien mieux parce qu'on va pouvoir le programmer vraiment comme on veut et on ne sera pas limité à un sous-ensemble de périphériques. Et vous savez, il y a un autre truc que les gens pauvres, comme nous, ils aiment bien, quand ils ont un smartphone, c'est Android. Bon, après, il y a toujours des gens qui se voilent la face ou qui cherchent un sentiment d'appartenance, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que quitte à être pauvre, autant assumer. Donc, sur notre Raspberry Pi, on va mettre de l'Android dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une distribution d'Android qui s'appelle Android Things. On pourrait très bien installer une autre distribution GNU Linux, il n'y a pas de problème, mais on est bien trop mainstream pour ça, donc on va mettre de l'Android. Et on va mettre la distro qui s'appelle Android Things, parce que c'est une version qui est supportée officiellement par Google et qui est destinée à l'Internet des objets et aux appareils embarqués. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on installe Android sur un Raspberry Pi de la même manière qu'on installe une distro GNU Linux, c'est-à-dire en prenant un fichier, en le flashant sur une SD card et en mettant la SD card dans le Raspberry. On connecte tout et puis ça fonctionne direct, on a Android sur notre Raspberry. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, Android, c'est vraiment, vraiment partout. On connaissait déjà Android sur les téléphones et les tablettes, sur les montres, sur les télés et sur les voitures. Et avec Android Things, on peut créer ses propres applications Android et les mettre à l'intérieur d'un Raspberry Pi. Donc on va contrôler notre Raspberry en créant une application Android, c'est complètement incroyable. Et pour installer Android, c'est vraiment 15 minutes, l'histoire de flasher. Une fois que Android Things est flashé sur le Raspberry, il faut créer une application Android pour pouvoir le contrôler. Et c'est comme toutes les applications Android. Donc c'est-à-dire qu'on va lancer Android Studio, on va faire un nouveau projet, et quand on crée un nouveau projet avec Android Studio, on peut directement sélectionner Android Things et targeter API 27 ou 28. Enfin, targeter la dernière version à jour. Et puis ensuite, on va créer notre application avec Android Studio. Et pour le déployer sur le Raspberry Pi, c'est comme quand on déploie une application sur un téléphone. C'est via Android Studio, via Gradle, ADB, en installant l'APK manuellement, c'est comme vous préférez. Donc, il faut vraiment voir Android Things comme une version d'Android exactement pareil que sur un téléphone, mais qui peut faire des trucs en plus parce qu'il sera sur un Raspberry Pi. Ça, c'est un exemple de projet que j'ai fait avec Android Things. J'ai pris une boîte à chaussures, j'ai mis un Raspberry dedans et j'ai écrit une application Android qui embarque le SDK du Google Assistant. Comme ça, je peux parler à ma boîte à chaussures. C'est super cool parce que ça m'éloigne de l'isolement et de la folie. Mais surtout, je peux lui demander de me donner des barres chocolatées. Give me a chocolate bar. Here you are. Alors, ok, mon Twix il pue un petit peu entre l'odeur du carton et des boîtes à chaussures, mais il y a du machine learning dedans, dans cette boîte à chaussures. Cette boîte à chaussures, elle tourne sur Android, et ça m'a pris une journée à faire tout ça en sachant déjà faire une application Android. Et par contre, j'avais aucune connaissance particulière en électronique. Donc si vous connaissez Android, vous pouvez faire le même genre de truc super facilement. Et si vous ne connaissez pas Android, c'est peut-être le bon moment pour vous y mettre, pour tester quelque chose de nouveau. C'est toujours bien d'être curieux. Et puis là, vous pouvez tester Android pour faire de l'embarqué. Et les connaissances que vous allez acquérir, vous pourrez même les utiliser pour faire des applications mobiles plus tard, des applications Wear. C'est vraiment tout bénef. En plus, vous allez tellement kiffer. On a un langage moderne, on a des outils excellents, un IDE qui est vraiment top, moderne, agréable à utiliser. Donc vous allez vraiment aimer si vous ne connaissez pas Android. C'est une bonne occasion de s'y mettre, de faire de l'Android pour de l'IoT. Et puisque c'est de l'Android sous le capot, on peut très bien faire des appareils embarqués avec du Kotlin, du RI Java, tester tout avec du JUnit, du Mockito. En fait, c'est la puissance, c'est trop la puissance. Donc vraiment, on trouve de l'Android partout maintenant, dans une boîte à chaussures, jusque dans la Station spatiale internationale. Vraiment, Android est partout. Et si Android peut être dans l'espace, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas être dans votre maison de pauvre et qu'il puisse servir de pont entre le Google Assistant et les appareils de votre maison. Donc on va faire exactement le même délire que les appareils des riches, mais avec un bridge Android Things à la place de la boîte noire, et ça sera bien plus cool parce qu'on est plus cool. Ok, du coup on recommence tout. Rappelez-vous, quand on dit OK Google, allume les lumières, on peut configurer l'assistant Google pour qu'il puisse communiquer avec un service web particulier. Avant, c'était les serveurs de Philips, mais on peut très bien le configurer pour dire avec quel serveur il va contacter.
Et pour faire ça, c'est assez simple. Il faut créer un projet Actions on Google. Actions on Google, c'est la plateforme qui permet de construire des applications pour l'assistant Google. Et les applications, c'est soit des chatbots du genre OK Google, parle au que gré, commande-moi un complet au samouraï. Ça, c'est un chatbot. On lui parle pour faire une action. Mais on peut aussi faire des actions avec Actions on Google, des applications de domotique, du genre OK Google, allume les lumières de la chambre. Donc Actions on Google, ça permet de faire des chatbots ou de la domotique. Et la domotique, ça s'appelle des Smart Home Apps. Voilà, c'est les deux projets qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va aller sur la console, sur l'interface d'Actions on Google. On va créer un nouveau projet. Et on va sélectionner Smart Home App pour faire de la robotique, de la domotique avec l'assistant Google. Une fois qu'on a sélectionné Smart Home App, c'est là où l'assistant Google nous demande quel web service il va contacter. Il va parser les informations et il va vous envoyer un JSON. Et il faut bien qu'il connaisse l'URL de votre serveur. Donc c'est là qu'il vous demande. Et vous allez simplement mettre l'URL, l'adresse de votre service web, qui va recevoir les actions de Google pour qu'il puisse allumer les lumières. Voilà, c'est vraiment l'adresse de ce serveur. Et vous vous en doutez, personne d'autre que Google doit avoir accès à ce serveur parce que votre serveur, il va être dans le cloud. Vous ne voulez pas que n'importe qui fasse des requêtes curl, enfin des requêtes HTTP sur votre propre serveur pour éteindre les lumières. Enfin, éteindre les lumières, c'est cool, ça ferait des économies d'énergie, mais vous ne voulez pas que d'autres personnes contrôlent ça. Donc ça doit être sécurisé. Et pour que ça soit sécurisé, quand vous faites un projet Actions on Google, vous devez spécifier une deuxième chose. Donc la première chose, c'est l'adresse du web serveur. La deuxième chose, c'est l'adresse d'un serveur OAuth 2. Et c'est super parce que c'est très, très standard. Et comme ça, ce que va faire l'assistant Google, il va contacter votre serveur OAuth pour avoir un token. Et il va utiliser ce token pour communiquer avec votre web service pour dire « OK, maintenant, il faut que tu allumes les lumières, il faut que tu les éteignes ». Donc c'est vraiment très sécurisé. C'est basé sur du OAuth. Donc seules les personnes avec un token valide seront capables de contrôler les choses dans votre maison. Alors, si vous êtes un individuel comme moi, ça peut peut-être faire peur de devoir implémenter un serveur OAuth 2 tout seul. Mais ne vous inquiétez pas, sur GitHub, il y a plein de projets qui existent déjà. Vous avez juste à cloner, déployer, et en 10 minutes, c'est réglé. Et si vous êtes une entreprise comme Philips, vous voulez vraiment faire un produit compatible avec le Google Assistant, généralement, vous avez assez de thunes pour pouvoir implémenter un serveur OAuth 2, donc ce n'est pas un problème pour vous. Et vous en avez sûrement déjà à disposition. Donc pour résumer, quand vous faites un projet Actions on Google, vous avez besoin de deux choses. La première, c'est l'adresse de votre service web, et la deuxième, c'est les informations OAuth 2 pour qu'il puisse avoir un token. Et une fois que ces informations sont complétées, on peut tester directement si tout fonctionne en cliquant sur le bouton Test Draft. Et maintenant, une fois qu'on a cliqué, l'assistant Google sera capable de contacter notre service web de manière sécurisée quand il en aura besoin. Et vu qu'il sera le seul à avoir un token valide, il sera le seul à pouvoir communiquer avec notre serveur. Voilà. Donc maintenant, Google, il peut communiquer avec notre service web. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistant Google, il va contacter notre service web à 3 occasions différentes, pour faire 3 types d'actions différentes, qui s'appellent Sync, Execute et Query. Alors Sync, ça veut dire synchroniser les données. La première fois que l'assistant Google va contacter votre serveur, ça sera pour savoir quel appareil vous avez chez vous, parce qu'il ne peut pas le deviner. Chaque maison peut avoir ses propres appareils connectés, et l'assistant Google, il ne peut pas savoir que vous avez des lumières ou autre chose. Donc il faut un service web qui dise à Google, OK, dans cette maison, il y a 3 ampoules et il y a un ventilateur. Si par exemple, vous dites, OK Google, baisse le pont-levis, ça ne va pas marcher parce que votre service web, il n'a pas indiqué que vous avez un smart pont-levis parce que vous êtes pauvre. Mais si jamais il y a un riche qui dit « OK, Google, baisse le pont-levis », le pont-levis va s'abaisser immédiatement. C'est le pouvoir de la richesse et de la synchronisation des données. Alors, comment ça fonctionne, la synchro? C'est super simple, c'est du REST, c'est du JSON. Donc, l'assistant, il va faire une requête POST sur votre serveur avec le JSON suivant qui contient un champ qui s'appelle intent et une action de type sync. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est récupérer ce JSON, le parser, récupérer le champ intent, et si c'est égal à sync, vous allez retourner un JSON qui liste tous les appareils que vous avez chez vous. Et voilà, ça c'est un exemple de la réponse qu'on peut renvoyer. Donc on a reçu une intent de type sync, ça veut dire que Google a besoin de synchroniser les données. Chez nous, on n'a qu'une ampoule connectée, donc on va renvoyer un tableau qui contient un seul appareil. Cet appareil, c'est un type light, c'est une ampoule, et il possédera 2 caractéristiques qui s'appellent des traits. Donc là, on dit à Google qu'on a un appareil de type light qui a comme caractéristique on-off, c'est-à-dire que l'assistant Google peut allumer ou éteindre l'ampoule à distance. Donc pour dire ça, on spécifie le trait on-off. Et pour dire que cette ampoule, elle est magique parce qu'elle peut aussi changer de couleur,
On indique aussi que l'ampoule est capable de supporter le trait Color Spectrum, qui veut dire que si je dis « OK, Google, met l'ampoule en vert », si je n'ai pas le trait Color Spectrum, l'assistant Google va dire « j'ai pas compris ». Si vous le spécifiez, il va faire « OK, pas de problème ». On peut aussi lui donner un pseudo. Ici, j'ai appelé mon ampoule Lightbulb, parce que ça veut dire ampoule, hein, parce que je n'ai pas d'imagination. Et c'est comme ça qu'on peut dire en fait, à l'assistant Google quel appareil on possède chez nous. En renvoyant un JSON, quand on a une action de type sync, qui liste tous les appareils qu'on a chez nous. C'est vraiment du JSON pur et dur, c'est super simple. Et vous n'êtes peut-être pas familier avec le contrat, mais personne l'est. Il suffit juste de regarder la documentation pour savoir quel type d'actions sont supportées et quel type de traits sont supportés. Donc la seule difficulté, c'est de savoir connaître un peu JSON, mais il n'y a pas de secret. Évidemment, l'assistant Google, il peut contrôler autre chose que des lumières, sinon ça serait un peu chiant. On peut contrôler des smart frigos, et si c'est le cas, dans ce cas-là, le type, ça doit être un type réfrigérateur. Ici, aujourd'hui, on a juste un appareil de type light, et on avait spécifié quelle action on pouvait effectuer dessus. On pouvait allumer et éteindre à distance notre ampoule, mais on pouvait aussi changer sa couleur. Et ces caractéristiques qu'on peut faire, encore une fois, on en a plusieurs qui sont gérées par l'assistant Google. Si votre ampoule peut contrôler la température de votre maison, ce qui est logique, mais vous pouvez le faire, et ben vous rajoutez température setting, et puis si vous dites « OK, Google, il fait trop froid », il va faire « OK, je parle à ton ampoule, ça va le faire ». Donc, grâce au trait, c'est vraiment ce qui permet à l'assistant Google de savoir quelles actions il peut effectuer. Et donc, le type d'appareil light, c'est nécessaire pour comprendre le contexte, mais aussi, il faut aussi préciser les fonctionnalités, parce que ça dépend vraiment du hardware. C'est très courant chez les pauvres. Vous pouvez très bien avoir une ampoule qui n'a que 2 couleurs, enfin, qui a juste allumé ou éteint. C'est très, très courant. Bon, les riches, ils ont des couleurs qui peuvent se mettre des ampoules dans tous les sens et tout, mais voilà, ça dépend vraiment du hardware. Si vous êtes pauvre, vous allez dire que vous avez une ampoule qui peut juste s'allumer ou s'éteindre. Si vous êtes riche, vous pourrez dire qu'elle peut aussi changer de couleur. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à consulter la doc. Elle est vraiment, vraiment super. Et ça vous dira quels sont tous les appareils, les types d'appareils supportés et comment faire pour dire à l'assistant Google qu'on a tel type d'appareil ou pas. OK. Du coup, quand notre service web il reçoit une action de type sync, on va retourner la liste des appareils qu'on a chez nous. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour créer un service web qui est compatible avec l'assistant Google? Et la réponse, c'est super simple. Vous pouvez vraiment utiliser la technologie que vous préférez du moment que ça supporte HTTP, REST et JSON. Donc, vous pouvez très bien utiliser du Spring Boot, de l'AWS, du Node.js, du PHP, enfin, tout ce que vous pouvez utiliser tout tant que vous restez digne. Aujourd'hui, on va utiliser Google Cloud Functions, principalement parce que ça permet de créer et déployer des services web en 2.2, super facilement et rapidement. Donc, on va créer une Google Cloud Function avec un éditeur de texte. Si vous connaissez les Cloud Functions, si vous ne connaissez pas, c'est très inspiré de Node.js et Express. Vous écrivez ça en JavaScript et vous faites juste, vous appelez une fonction. Donc là, je vais appeler une fonction qui s'appelle HA pour Home Automation. Enfin, vous mettez vraiment le nom que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on va faire quand l'assistant Google va contacter cette fonction sur le cloud? Et bien, la première chose qu'on va faire, on va vérifier si le host token il est valide. Sinon, on ne renvoie pas de réponse. Et si jamais il est valide, on va récupérer le champ intent pour savoir si c'est du sync, du execute ou du query. Si le champ intent, c'est du sync, c'est un if ou un switch, et ben si c'est du sync, ça veut dire que l'assistant Google il a besoin de savoir quel appareil on a chez nous, et ben on va renvoyer tout simplement un HTTP 200 avec le JSON qu'on a vu tout à l'heure qui indiquait qu'on avait bien une ampoule qui supportait les caractéristiques on-off et color spectrum et qui était de type light. Voilà, c'est tout. Notre service web il est terminé. Vous avez vu, c'est vraiment peu de lignes de code pour écrire une Google Cloud Function qui est compatible avec Actions on Google ou autre. Et c'est top. Bon. Maintenant que la Cloud Function elle est créée, en une ligne de code, on peut simplement la déployer. C'est très facile. Et notre service web, il est maintenant déployé et disponible sur Internet. C'est-à-dire que les Cloud Functions, c'est vraiment top pour ça. En 10 minutes, vous pouvez écrire votre fonction et la déployer et vous avez un microservice disponible dans le cloud. C'est vraiment pour ça que j'adore les Google Cloud Functions. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser ce que vous préférez comme technologie. Et l'avantage, c'est qu'on a vraiment très très peu de code à écrire. Et vous savez, quand on est développeur, qu'on aime bien écrire du code, bah, on se porte beaucoup mieux quand on en écrit le moins possible. Et du coup, les Cloud Functions, c'est vraiment top pour ça. OK. L'assistant Google, il est maintenant capable de communiquer avec notre service web. Et il est capable d'envoyer une action de type sync pour savoir quel appareil on possède. On va tester tout ça. En lançant l'application Google Home sur notre téléphone.
Donc, vous lancez l'application Home sur votre téléphone, vous cliquez sur la gestion de la maison, vous rajoutez un périphérique, et là, vous pouvez voir votre projet Actions on Google. Quand on a cliqué sur Test Draft, là, il va se connecter sur votre serveur OAuth pour recevoir un token. Et maintenant qu'il a un token valide, Actions on Google va faire une action de type sync pour savoir quel appareil on a, grâce au token qu'il a eu. Et puis, notre Cloud Function va retourner qu'on a un light bulb, et puis c'est top. Donc, ce que vous pouvez voir déjà, c'est que pour dire à l'assistant Google quel appareil on a chez nous, c'est super simple. C'est juste du JSON et puis c'est tout. Et c'était peut-être rapide, mais si vous avez eu l'œil, vous avez vu que j'avais déployé mon serveur OAuth 2 sur du ngrok. Donc là, quand vous allez voir l'authentification, si vous voyez l'URL, vous verrez que c'est du ngrok. Ngrok, c'est super cool, ça permet de déployer sur Internet un projet qui est sur notre machine. Un projet qui est dispo localement. Vous voyez, là, c'était une URL ngrok. Donc, si vous ne connaissez pas ngrok, c'est cool parce que là, j'ai juste cloné un serveur OAuth 2. Je ne me suis même pas fait chier à le déployer sur le cloud. J'ai juste lancé ngrok pour qu'il soit disponible sur Internet, juste le temps que l'assistant Google ait un token valide. OK. Maintenant, Google sait qu'on a une ampoule connectée. Et quand on dira « OK, Google, allume la lumière », il va comprendre la phrase, il va comprendre qu'on a une lumière, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer cette fois une action de type execute à notre service web. Donc rappelez-vous, il y a 3 actions, sync, execute, query. Sync, c'est pour savoir quel appareil on a. Execute, c'est pour exécuter une action. Voilà à quoi ressemble le JSON de la requête. Donc c'est toujours le même délire. C'est peut-être un peu plus verbeux, mais on a toujours une intent de type execute. Et puis, cette action à faire, elle va concerner notre ampoule. Il faut faire une commande de type on-off, donc il faut allumer ou éteindre la lumière, et on voit que on est à true, donc ça veut dire que l'assistant Google a parsé la phrase et nous a envoyé un JSON pour nous dire qu'il faut allumer la lumière. C'est rien de compliqué. À ce moment-là, il faut trouver un moyen pour nous de contacter notre bridge, parce qu'on a juste créé un web service pour le moment. Ce qu'il nous faut, c'est contacter notre bridge pour qu'il puisse allumer ou éteindre les lumières. Et une fois que c'est fait, il faut retourner une réponse à Actions on Google qui dira simplement que l'action que tu as voulu sur le light bulb, elle a été OK, c'est du succès. Voilà. Et la dernière action que l'assistant Google peut envoyer à notre service web, ça s'appelle Query. C'est utile quand on demande au Google Assistant des questions comme quelles lumières sont actuellement allumées dans le salon. Il ne peut pas le deviner, l'assistant Google. Donc, quand on lui demande quelles lumières sont actuellement allumées, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer une intent de type query, c'est toujours la même chose, qui concerne notre light bulb. Et nous, quand on a une intent de type query, on va renvoyer l'état de notre light bulb. Actuellement, elle n'est pas allumée, notre lampe, donc on va mettre on à false. Voilà. Grâce à ces 3 actions, vous voyez, c'est très simple. Il y a juste 3 actions à connaître, c'est du JSON, c'est toujours pareil. Grâce à ces 3 actions, sync, execute et query, le Google Assistant il peut communiquer avec notre service web pour interagir avec les appareils de notre maison. Maintenant, quand notre Cloud Function reçoit une action de type execute, ce qu'il faut faire, c'est communiquer avec notre appareil Android Things pour qu'il puisse exécuter l'action, qu'il puisse allumer les lumières. Et un moyen simple pour notifier un appareil Android de manière sécurisée depuis Internet, c'est d'utiliser Firebase. Et principalement Firebase Cloud Firestore, qui est une base de données NoSQL dans le cloud, qui est capable de nous avertir automatiquement quand des données ont été modifiées. Encore une fois, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, utiliser la techno que vous voulez. Là, je vais utiliser du Firebase parce que c'est super simple, c'est une base de données dans le cloud, donc on va mettre les états de notre ampoule, si elle est allumée ou pas. On va juste modifier cette base de données, et quand elle sera éteinte ou allumée, ça va automatiquement notifier notre appareil Android grâce à Firebase. C'est super cool Firebase, et c'est tellement cool qu'on va l'utiliser. Ensuite, on va rajouter Firebase dans notre application Android Things, en suivant les instructions, c'est pas difficile. Donc, on a créé un nouveau projet Firebase, on a suivi les instructions pour que ça soit compatible avec Android. Pour sécuriser un petit peu le truc, on va créer un utilisateur pour pas que n'importe qui puisse modifier notre base de données Firebase. Et on va rajouter des règles de sécurité pour s'assurer que seul notre appareil Android Things en fait, a le droit d'accéder au contenu du Cloud Firestore. Donc là, c'est un peu illisible, c'est un peu verbeux, mais c'est toujours la même chose. Ça veut simplement dire qu'on ne load que le read, donc on a du lecture seul quand ça match les documents de tel utilisateur. Donc, les utilisateurs ont accès qu'à leurs documents. Encore une fois, c'est pour éviter qu'un petit malin se connecte sur notre store et modifie les données, ce qui serait pas cool. Maintenant, on va peupler notre conteneur, notre base de données, en ajoutant un document qui va s'appeler Lightbulb. Donc, sur notre base de données, on dit qu'on a une ampoule et elle va contenir 2 attributs,
on, qui est un booléen qui indiquera si l'ampoule est allumée ou pas. Et puis spectrum RGB, qui sera la valeur de la couleur de l'ampoule actuellement stockée dans un entier. Et l'idée ici, je l'ai dit, c'est de modifier depuis notre Cloud Function la base de données, le Cloud Firestore, donc modifier les données de la base de données, pour que Firebase notifie automatiquement notre bridge qui sera chez nous. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai créé mon conteneur, j'ai une collection d'utilisateurs. Pour l'instant, j'ai qu'un utilisateur qui a une collection d'appareils. Il n'a qu'une ampoule, et puis l'ampoule a ses 2 attributs. Donc c'est super simple. On a peuplé notre base de données. Et maintenant, quand un document du Firestore est modifié, l'appareil Android Things, il sera notifié immédiatement grâce à Firestore, grâce à Firebase. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste d'initialiser Firebase dans notre projet Android. Et donc, dans notre application Android, ce qu'on va faire, c'est qu'on va englober Firebase dans un live data. Quand le live data est actif, on s'authentifie avec Firebase. Donc, on s'authentifie pour avoir accès au contenu protégé. Et on va écouter sur la base de données. Comme ça, quand une donnée est modifiée, on va pouvoir poster les nouveaux attributs dans le live data. Donc, si vous êtes familier avec Android, j'ai utilisé des live data ici pour vous montrer qu'on peut utiliser des architectures composantes sur Android Things, exactement comme sur n'importe quel projet Android. Si vous n'avez pas compris cette phrase, c'est juste une implémentation du Design Pattern Observer pour que notre code Android soit notifié depuis n'importe où quand un contenu depuis Firebase a été changé. Ça s'écrit en quelques lignes, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes, et c'est ça qui est stylé. En fait, c'est une abstraction réactive autour d'un data store. On peut très bien utiliser du RX ou faire tout ça manuellement. L'intérêt ici, c'est surtout de vous montrer que si on souhaite utiliser les services Google pour faire des trucs compliqués, facilement, Android, pour l'embarquer, c'est top. On peut faire des trucs très compliqués comme des architectures réactives et tout dans de l'IoT. Et je ne vous parle même pas de la facilité à tester ça unitairement. C'est tellement facile. C'est comme sur Android. Du coup, Android, pour de l'IoT ou des appareils embarqués, ça peut être intéressant quand vous avez des besoins de calcul ou des besoins de complexité programmatique qui, si je veux faire la même chose avec un Arduino, personnellement, moi, j'en suis pas capable, je galère comme un ouf. Et sur Android, c'est accessible quasiment à tous. OK. Notre appareil Android Things, maintenant, il est notifié automatiquement grâce au service Google et grâce à Firestore, Firebase, quand des données changent. Maintenant, dans notre Cloud Function, donc quand on reçoit une intent de type execute, on va modifier le contenu du Firestore. Donc on va commencer par s'authentifier avec Firebase. C'est juste du boilerplate, c'est toujours les mêmes lignes. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Et quand on reçoit une action de type execute, on récupère une référence de notre document Firestore qui correspond à notre ampoule. Donc on récupère la référence de notre user et le device qui s'appelle Lightbulb. Et on applique les nouvelles valeurs. Donc là, on va mettre notre Lightbulb à on et on va lui mettre sa couleur en bleu parce que c'est facile à écrire dans un entier. Sinon, j'aurais mis du rose, c'est plus joli. Mais le bleu, c'est facile à écrire. Et puisqu'une valeur a été modifiée depuis notre Cloud Function sur le Cloud Firestore, Firebase il va notifier automatiquement notre bridge Android Things. Et comme vous pouvez le voir, sur notre Cloud Function, on n'a pas eu beaucoup de code à écrire pour modifier du Firestore. C'était juste l'histoire de quelques lignes. Ça se fait très facilement. Donc vous n'êtes peut-être pas familier avec l'API, mais en tout cas, vous pouvez constater que ça a l'air simple, et ça l'est. Du coup, quand on dit « OK Google, allume les lumières », notre service web, qui est une Cloud Function, elle va parser l'intent de type execute depuis Actions on Google, et elle va mettre à jour les données dans Firestore. Quand une donnée est modifiée, Firebase il va notifier notre appareil Android Things automatiquement. Et maintenant, notre appareil Android Things il peut communiquer avec les lumières de notre maison pour les allumer. C'est clair jusque-là? C'est simple? Ouais, cool. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de lumière pour le moment parce qu'on est pauvre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des ampoules, parce que sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais on ne va pas acheter des ampoules à 200 €, sinon, voilà. On peut trouver des ampoules Bluetooth sur des sites chinois pour moins de 10 €. Et ces ampoules, en fait, elles peuvent être contrôlées à l'aide d'une application Android qui est fournie avec. Mais nous, ça ne nous intéresse pas d'utiliser leur application toute pourrie pour contrôler la lumière. Nous, ce qu'on veut, c'est contrôler la lumière de ces ampoules depuis notre bridge Android Things. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on va faire un petit peu de reverse engineering pour comprendre comment on peut contrôler ces ampoules en utilisant du Bluetooth Low Energy.
Et la façon la plus simple pour ça, c'est de faire du man in the middle pour capturer les paquets Bluetooth qui vont provenir de l'application Android qui est fournie avec l'ampoule. Parce que vous savez, l'application Android qui est fournie, quand on va mettre « change la couleur en rouge », elle va forcément envoyer des paquets Bluetooth à l'ampoule pour dire « OK, change la couleur en rouge ». Donc ce qu'on va faire, on va juste se mettre au milieu, on va écouter les paquets Bluetooth, on va les intercepter. L'interception de paquets Bluetooth, elle peut se faire sur du Linux, sur un microcontrôleur, mais elle peut aussi se faire sur un téléphone Android, et en activant l'option développeur qui s'appelle Bluetooth HCI Snooplog. Et cette option développeur, elle va capturer tous les paquets Bluetooth qu'elle reçoit depuis le téléphone et elle va les stocker dans un fichier. C'est exactement ce qui nous intéresse. Du coup, on va activer cette option développeur. Voilà. Ensuite, je vais lancer l'application toute pourrie pour contrôler la lumière et je vais la mettre en rouge, en vert, en bleu, en jaune et en blanc. Donc là, j'ai envoyé à peu près 5 actions à notre ampoule pour changer la couleur dans 5 formes différentes. Donc à ce moment-là, l'application Android, elle a envoyé des données. Et puisqu'on a activé l'option développeur, les données, on les a. Donc on a juste à récupérer ce fichier. C'est un fichier PCAP qui est compatible avec Wireshark. Donc on va, si vous connaissez ADB, on va juste pull, donc récupérer le fichier qui a été généré, mais vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Et on va lancer Wireshark. Donc on lance Wireshark, on ouvre le fichier qui a été généré par notre téléphone Android, et on voit qu'il y a pas mal de commandes d'écriture sur notre ampoule. Et ces commandes d'écriture, elles concernent le service qui s'appelle FFE5, et la caractéristique FFE9, et la valeur qui a été envoyée, c'est celle-là. Donc ça, c'était la valeur qui avait été envoyée pour du rouge, pour du vert, pour du bleu, pour du jaune, pour du blanc. Donc on voit bien les commandes qui ont été envoyées sur notre Lightbulb. Mais pour l'instant, ce n'est pas très clair encore comment on peut utiliser ces données. Ce qu'on peut voir, c'est que pour changer l'ampoule en rouge, la valeur qui avait été envoyée, c'était 56, suivi de FF0000, qui est le couleur code hexadécimal pour du rouge, et suivi par 00F0A. On voit que quand il a changé l'ampoule en vert, les données qui ont été envoyées, c'était toujours pareil, c'était le même pattern, c'était 56, puis le code couleur hexadécimal 00FF00 qui correspond à du vert, et puis 00F0A. Et pour du bleu, c'était les mêmes bails. Donc là, on voit clairement un pattern commun. Et grâce à ces données, on peut en déduire que si on veut changer la couleur de notre ampoule chinoise programmatiquement, il suffit juste d'écrire la valeur 56 suivie du code couleur qui nous intéresse, suivi de 00F0A, sur la caractéristique FFE9 du service FFE5. Donc, les caractéristiques, les services, ça fait partie de Bluetooth LE. Enfin, ouais. Et c'est juste, on peut voir ça comme un appel distant, une méthode à appeler. Donc, on va appeler la méthode à l'adresse FFE9, donc la caractéristique FFE9. Et en fait, on sait que quand on écrit sur FFE9, ça veut dire change la couleur. Et il s'attend à une couleur. Donc, en quelques minutes, en vrai, ça m'a pris peut-être une demi-heure, une heure. Mais c'est assez facile de reverse engineer des périphériques chinois Bluetooth, puisque la sécurité en Bluetooth LE est optionnelle, pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et puis faire tout manuellement, parce que c'est plus cool de faire tout manuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester en utilisant l'application NRF Connect, qui est une application Android qui permet d'envoyer des données Bluetooth manuellement. Donc là, je vais relancer. On va choisir notre ampoule. On voit plein de services. On va choisir le service FFE5, la caractéristique FFE9. Moi, je veux du rose, donc je vais envoyer 56, le code exact pour du rose, FF0FF, puis 00F0A. Et là, mon ampoule est rose. Donc ça fonctionne. On a testé manuellement, en communiquant avec un périphérique, et on sait exactement comment on peut changer la couleur de notre ampoule, qui coûtait 13 €, je crois. Donc on clique sur envoyer, la couleur est rose, c'est cool. Maintenant qu'on a reverse engineeré notre ampoule, on peut très bien écrire une méthode Android, super simple, qui va convertir une couleur en int dans un tableau qui est compatible avec le format attendu par notre ampoule. Rappelez-vous, vous pouvez voir là, le format attendu, c'était 56, suivi par rouge, vert, bleu, 00F0A. Donc on a écrit une méthode Android super facile qui permet de convertir une couleur dans un entier en un byte array compatible avec le format attendu par notre ampoule. C'est easy. Ensuite, on peut écrire une autre méthode qui va envoyer ce tableau d'octet
vers notre ampoule en utilisant les API Bluetooth LE d'Android. Parce que, rappelez-vous, Android Things, qui se met sur le Raspberry, c'est une distribution d'Android. Donc, toutes les API qui fonctionnent sur Android, les API Bluetooth, elles fonctionnent aussi là-dedans. Et pour écrire sur une caractéristique en Bluetooth LE avec les API d'Android, il suffit juste de récupérer la caractéristique et d'appeler la méthode writeCharacteristic sur la caractéristique. Et puis voilà. Et on set évidemment la valeur de la caractéristique à la couleur qu'on souhaite. Donc si vous êtes familier avec Android, vous pouvez voir que c'est simple. Sinon, c'est juste des API Android à connaître. Mais si vous avez des API Bluetooth pour du web, ça doit être un peu les mêmes délires. Et maintenant, dans notre activité Android, on va observer le live data. Rappelez-vous, notre surcouche réactive qui nous notifie quand un contenu depuis Firebase a été modifié. Et donc, on va observer le live data qu'on a créé précédemment. Et quand un événement est émis, ce qui signifie qu'Actions on Google a envoyé une intent de type execute sur notre service web, et que notre service web a modifié le contenu Cloud Firestore, donc Firebase va notifier notre bridge Android, et bien dans ce cas, quand on reçoit une notification depuis Firebase, on regarde si ça concerne notre ampoule, et si ça concerne notre ampoule, on va juste parser les données et envoyer du Bluetooth à notre ampoule. Donc si jamais Firebase nous dit tiens en fait il faut changer la couleur en bleu, eh ben, on va convertir la couleur et on va l'envoyer avec les API Bluetooth LE. Et puis c'est fini. Donc on va tester en changeant. Ce qu'on va faire, ça c'est l'interface de Google Cloud Firestore. À gauche, vous pouvez voir les champs On et Color Spectrum. On va changer manuellement depuis l'interface de Cloud Firestore pour voir si ça fonctionne. Si Firestore communique bien avec notre bridge Android Things et si ça on voit bien les bons trucs. Donc là, je mets on à true, il allume. Et si je modifie la couleur, vous pouvez voir que Firebase il notifie notre périphérique Android quasiment instantanément. C'est super cool. Et grâce à Android Things et les services Google, en fait, on a créé un bridge physique et sécurisé entre Internet et notre maison. En fait, on a fait le même délire que le bridge Philips Hue, qui est construit par des professionnels avec des sommes astronomiques. Mais nous, on peut faire ça en seulement l'espace d'un week-end. Donc tout est en place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le résultat final. OK Google, allume la lumière. OK, j'allume la lumière. Vous pouvez voir à gauche que les données sont modifiées. Google, mets la lumière en magenta. Très bien, je change la couleur pour la lumière light bulb sur magenta. OK Google, mets la lumière en bleu. OK, je change la couleur pour la lumière light bulb sur bleu. Donc je répète, quand on fait OK Google met la lumière en bleu, Action on Google va comprendre la phrase, va comprendre qu'il faut mettre la lumière en bleu, donc va envoyer un JSON à notre web service qui va utiliser Firebase pour notifier de manière sécurisée notre bridge Android. Et notre bridge Android va envoyer des paquets Bluetooth LE sur l'ampoule. Oh, et bien sûr, vous n'avez pas besoin d'un Google Home. Là, j'ai utilisé un Google Home. Mais on peut contrôler les appareils de notre maison avec n'importe quel assistant Google, par exemple celui qui est sur votre téléphone. Et vu que toute l'intelligence de compréhension de la phrase, elle est gérée par Google, eh ben, vous gérez nativement différentes langues, comme le japonais, qu'on peut voir ici. Et si vous ne savez pas lire le japonais, faites-moi confiance, moi non plus, mais ça gère différentes langues. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ah, attendez, partez pas. Notre bridge, il tourne sur Android Things, c'est ça? Et on est des développeurs. Donc on peut contrôler en fait n'importe quel périphérique quasi gratuitement, vu que toute la logique est déjà en place. Par exemple, on a une super lampe 3D, on aimerait la rendre compatible avec l'assistant Google. Et ça serait aussi cool de pouvoir contrôler notre ventilateur depuis n'importe où. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on aimerait bien bidouiller tous les appareils qu'on a chez nous. Alors déjà, rappelez-vous, on a tout mis en place. Donc on a juste à ouvrir Firestore et on va rajouter 2 documents. On avait déjà notre ampoule, et ben on va juste rajouter une lampe 3D et un ventilateur. Maintenant, on a 3 appareils. Temps de réalisation, 15 secondes. Pour contrôler un ventilo depuis Android Things, on peut le connecter à un module relais qui permet d'allumer ou d'éteindre programmatiquement des périphériques à haute tension. Et donc, il faut couper des câbles, passer électrocuter et utiliser les API GPIO d'Android Things, qui sont très similaires à celles du Raspberry Pi, quand on est notifié par Firestore pour pouvoir mettre la valeur à true ou false pour allumer ou éteindre notre ventilateur. On peut aussi faire ça très bien avec un Arduino, c'est très simple, c'est toujours une ligne de code. Donc c'était juste mettre une valeur à true ou false.
Mais vous savez, couper les fils électriques, manipuler l'électricité, c'est un petit peu dangereux. Du coup, on va oublier l'idée du module relais. Et à la place, on va acheter des prises électriques qui sont activables à distance, à l'aide d'une télécommande qui envoie des ondes radio. Alors, techniquement, c'est exactement la même chose. Ces prises-là, ce qu'elles ont à l'intérieur, c'est un relais. Elles ont juste un beau packaging et une interface qui peut écouter des ondes radio. Et ce qu'on va faire, c'est que c'est des ondes radio. Donc, c'est le même délire que du Bluetooth. Donc, on peut très bien intercepter les communications facilement avec un Arduino, un récepteur pour envoyer des fréquences radio et un émetteur pour, un récepteur pour comprendre quelles fréquences ont été appuyées quand on a appuyé sur la télécommande et un émetteur pour envoyer programmatiquement ces mêmes fréquences. Donc ça, c'est rien de particulier. On connecte le récepteur à l'Arduino. Et voilà, le récepteur en action. Donc, quand j'appuie sur un bouton de la télécommande, ça nous donne le code qu'il a reçu. Je ne me suis même pas fait chier à écrire le code Arduino. J'ai trouvé un truc sur Internet qui permettait déjà d'utiliser le récepteur à ondes radio. Donc, c'est ça qui est bien avec la communauté Arduino, c'est que le code il est déjà dispo en ligne. Donc, vous avez juste à le télécharger et à tester. Vous flashez sur votre Arduino, vous appuyez sur les boutons de votre télécommande, et là, il vous dit « Ok, j'ai reçu ce code-là ». Donc, vous savez très bien que allumer la prise électrique, eh ben, c'est ce code-là, et éteindre, c'est tel code. Donc, notre Arduino, maintenant, il peut contrôler les prises électroniques. Mais notre bridge Android Things, il ne peut toujours pas. Ça, c'est vraiment du code côté Arduino. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter l'Arduino à notre board Android Things via du UART ou de l'USB. Alors, on va utiliser l'API UART d'Android Things pour communiquer avec l'Arduino facilement en communication série. Pour info, Android Things, c'est une variante d'Android, mais ça permet aussi de manipuler tous les périphériques en utilisant des interfaces standards de communication comme GPIO, UART, SPI, I2C, etc. C'est des interfaces qui sont très connues. Si vous faites de l'Arduino ou du Raspberry, vous devez avoir déjà vu ça. Et vous pouvez faire la même chose en Android. Et les API sont très similaires. Donc, ce qu'on a fait, on a simplement connecté, là j'ai mis des fils parce que ça fait stylé, mais on peut très bien connecter notre Arduino en USB sur notre board Android, et ça fonctionne aussi. Et ensuite, c'est juste une communication série. Donc, il suffit de... Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre périphérique UART, qui est notre Arduino, et on va écrire une valeur à true ou false pour que l'Arduino puisse allumer ou éteindre. En fait, notre Arduino, ici, nous sert de proxy entre notre ventilateur, ou notre relais, et puis notre périphérique Android. Donc, maintenant, pour notre lampe 3D, on va faire un peu la même chose. Si vous avez besoin de hacker un périphérique, qui est simple, vous pouvez faire un hack physique en ouvrant le bordel, en soudant un relais au connecteur, pour simuler programmatiquement, avec le microcontrôleur, des pulsations, donc simuler un appui sur le bouton physique. Vous pouvez très bien faire ça. Donc là, ça va envoyer des infos au relais. Le relais, il est connecté à un bouton, donc il va faire le pont ou pas pour pouvoir changer la couleur. Les relais, c'est cool. Mais évidemment, moi, j'ai pas envie de me faire chier à faire des soudures, ouvrir un truc, etc. Donc j'ai acheté une ampoule 3D qui est infrarouge. Et vu que c'est de l'infrarouge, on peut très bien faire du man in the middle, prendre un récepteur infrarouge, enfin intercepter les données. Donc encore une fois, on va prendre un récepteur infrarouge, on va le connecter à l'Arduino. On va flasher notre Arduino avec un code qui est déjà écrit sur Internet parce qu'il y en a tellement. On va importer donc notre code qui va permettre de nous donner un dump quand on appuie sur un bouton d'une télécommande infrarouge, par exemple pour allumer une télé ou dans mon cas une lampe 3D. Et puis quand j'appuie sur un bouton, il nous donne un dump qui est un peu illisible, qui correspond aux signaux qu'il a reçus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le dump qu'on a reçu pour savoir, quand on appuie sur tel bouton, en fait, OK, ça veut dire que ça va changer la couleur en vert. Donc, on prend ce dump. Et puis, on va utiliser un autre microcontrôleur qui est un ESP32 ou un ESP8266. Pour faire simple, vous savez, l'infrarouge, ça a une très courte portée. Et si moi, je suis dans ma salle de bain et je veux dire « OK, allume la télé », si ma board Android Things est dans la salle de bain, ce qui est une mauvaise idée, il ne pourra pas envoyer les signaux infrarouges parce que c'est vraiment une courte portée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un ESP8266 qui est un microcontrôleur qui peut se programmer comme un Arduino, mais qui a du Wi-Fi en plus. Et vu qu'il a du Wi-Fi, il va nous servir comme un Arduino pour envoyer des signaux infrarouges, mais il aura une interface Wi-Fi, donc il va proposer une interface REST sur un réseau Wi-Fi local pour pouvoir recevoir des données. Et là, n'importe où dans notre maison, on peut très bien envoyer une requête HTTP sur ce microcontrôleur pour pouvoir lui envoyer des données pour qu'il puisse allumer ou éteindre la lampe en envoyant des signaux infrarouges. On a utilisé un ESP en tant que proxy pour de l'infrarouge. Donc,
Pour envoyer des données infrarouges, il faut juste connecter une LED infrarouge à notre microcontrôleur avec une résistance. Et puis dans notre code Android, pour appeler ce microcontrôleur, on va juste utiliser Retrofit ou n'importe quel client HTTP pour faire une requête HTTP. Rien de spécial. Et voilà le résultat final une fois que tout est en place. Ok Google, mets la lumière 3D en bleu. Compris, je change la couleur pour la lumière lampe 3D sur bleu. Ok Google, éteins le ventilateur. Très bien, j'arrête l'appareil ventilateur. Ok Google, mets la lumière principale en rouge. Compris, je change la couleur pour la lumière principale sur rouge. Ok Google, éteins toutes les lumières. Très bien, j'arrête 2 lumières. Alors, en vert, c'est la board Android Things. Juste en dessous, c'est l'Arduino qui a notre émetteur onde radio, qui permet de communiquer avec notre ventilateur qui est connecté sur une prise qui reçoit des ondes radio. À gauche, c'était la lampe 3D, et derrière, à gauche, on ne voit pas très bien, mais c'est une breadboard qui contient le SP32. Mais ce qu'il faut retenir déjà, donc si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, ce qu'il faut retenir d'intéressant, c'est que Actions on Google fonctionne super bien pour de la domotique. On peut transformer n'importe quel type d'appareil pour le rendre compatible avec l'assistant Google, si on en a envie. C'est top si vous êtes une entreprise qui construisait un produit pour le marché de masse et vous avez envie de rendre ce produit compatible avec l'assistant Google. Vous utilisez Actions on Google et vous faites votre propre web service pour pouvoir contrôler les appareils de vos utilisateurs. Mais c'est aussi bien pour un individuel comme vous et moi, si on veut juste contrôler les appareils de notre maison. On fait juste notre solution sur du cloud pour des besoins personnels. Android Things, ça simplifie complètement la construction d'appareils IoT embarqués, sécurisés et avancés. C'est compatible avec presque tous les services Google, dont Firebase, et presque toutes les API du SDK Android, dont l'API Bluetooth. Je vous encourage fortement à tester Android Things, écrire vos propres appareils. C'est faire son propre mécanisme de domotique. C'est beaucoup de fun. Ça touche au service Google, ça touche à l'IoT, ça touche à du cloud. C'est vraiment sympa. Et surtout, vous allez apprendre énormément. Déjà, là, c'était un peu rapide aujourd'hui. J'ai montré plein de trucs pour avoir une vue globale. Mais si vous le faites, ça va vous prendre un week-end ou 2 week-ends. Vous allez apprendre énormément. Vous allez vous amuser avec du cloud, de l'IoT. Ça va être cool. Et voilà, ça va vous prendre 1 ou 2 week-ends généralement. Moi, ça m'a pris 2 week-ends, pour être honnête. Et ça vaut complètement le coup. Donc voilà, toutes ces technos sont super cool, individuellement combinées. Si vous voulez plus d'informations sur Android Things, je vous invite à regarder cette conf sur YouTube qui explique comment on peut utiliser Android Things pour détecter et exterminer les reptiliens en faisant un smart lance-flamme. C'est très intéressant. C'est une intro à Android Things. Si vous voulez encore plus de contenu, tous les projets que je vous ai montrés aujourd'hui, le fichier PCAP, les codes Arduino, le projet Android Things, j'ai mis tout ça dans un repo GitHub. Donc vous pouvez cloner et regarder tous les codes sources si ça vous intéresse. Donc il y a même un serveur OAuth, la Cloud Function, j'ai tout mis là-dedans. Il y a aussi des articles qui expliquent pas à pas comment faire tout ce que j'ai montré aujourd'hui. Donc le deuxième article, ça explique vraiment pas à pas. Vous prenez votre propre rythme et vous pouvez faire la même chose. Et il y a aussi des articles sur le reverse engineering d'appareils Bluetooth ou infrarouge. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour des trucs cool. Les slides sont déjà disponibles en ligne. Donc vous pouvez prendre une photo, aller sur ce lien et puis récupérer tous les slides, voir les footnotes pour avoir tout ce qui vous intéresse. Si vous avez des questions, c'est complètement le moment. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Ouais. Tu peux remettre la slide d'avant ? Oui. Du coup, quand tu branches tes appareils via tout ça, peut-être ça devient exclusif. Quand tu commences à brancher tout ça via du coup tout ce que tu as mis en place, est-ce que ça devient exclusif? Typiquement, si je garde un bouton physique, j'allume et j'éteins mon ampoule. C'est pas dans l'autre sens. Je veux dire, c'est pas notifié que c'est éteint ou allumé du coup. Exactement. Tu peux pas connaître l'état si tu as un bouton physique. C'est le problème. Donc ça devient exclusif. Si tu veux connaître l'état, est-ce que tu as besoin de connaître l'état? Généralement pas trop. Donc tu peux t'en foutre. Et si tu construis ton vrai appareil, tu peux gérer ce cas-là. Donc là, si tu es individuel, tu hackes des objets, faut hacker encore plus ou il faut abandonner l'idée. Si tu fais ton propre appareil, tu gères le cas. Ok, merci. Ouais.
Bonjour, merci. Du coup, tu es resté sur une architecture un peu comme ce qu'avait fait Philips, où on remonte en fait de la maison jusqu'à Internet pour revenir à la maison. Qu'est-ce que tu penses d'une architecture où tu resterais entièrement local dans la maison? Alors, tu peux faire ça en restant totalement local. La problématique, c'est que tu ne pourras pas utiliser Actions on Google, forcément. Mais tu peux très bien créer un projet Android Things ou un projet IoT Python, Raspberry, mettre l'assistant Google à l'intérieur et utiliser le SDK Actions on Google qui permet de contrôler des périphériques. Donc, on peut faire la même chose uniquement local, mais dans ce cas-là, faut voir l'appareil qu'on va faire comme un Google Home et on sera obligé d'appuyer sur un bouton pour dire, pour faire une action, OK, allume-toi, machin. On ne pourra pas contrôler l'appareil à distance. Donc, on peut faire ça aussi. Mais aujourd'hui, j'ai présenté une solution qui marche partout, qui fonctionne partout. L'inconvénient qu'on peut voir, c'est que c'est du cloud, mais on peut le faire en local, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas comme ça, mais faut regarder le SDK Actions on Google qui permet de le faire. Le SDK Google Assistant. Ah, c'est cool. Bon appétit.